Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va créer un site de publication d'articles, donc un blog avec le framework Laravel. Donc en ce qui concerne les techniques qu'on on va voir le routing, donc comment définir des routes dans Laravel et les verbes HTTP comme get, post, etc. On verra le moteur de template, donc le moteur de rendu Blade qui va nous permettre de générer de l'HTML. On verra l'ORM et le coin et les migrations. Donc les migrations, c'est un système qui permet de grosso modo versionner la structure de notre base de données. Donc on va l'utiliser pour notamment créer des tables, ajouter des colonnes, etc. etc. Donc on fera l'authentification, donc inscription, connexion et déconnexion. On fera un CRUD pour les publications. On validera les données, donc tout ce qui proviendra de l'extérieur, on va le valider. Donc, typiquement ce qui va provenir d'un formulaire. On va mettre en place un système de pagination. On va parler de l'upload de fichiers, donc comment gérer par exemple l'upload de fichiers. On parlera des messages flash. Et on va faire aussi de la population de la base de données avec des données de test. Donc on parlera du système de Factory et de Seeder. Et on parlera aussi de la gestion des assets front-end avec Vite, notamment à travers l'installation de Bootstrap. Donc voilà, et je reviens au niveau de la page d'accueil de Laravel. Donc si vous voulez l'installer, vous cliquez sur Get Started. Prérequis technique, il faut avoir PHP d'installer sur le système ainsi que la commande Composer. Vous pouvez le faire de deux manières, soit avec la commande Composer create project Laravel et vous donnez un nom à votre projet, soit si vous voulez installer l'installateur de Laravel pour avoir accès à la commande Laravel directement au niveau de votre système, vous faites un composer global require et vous installez l'installateur de Laravel et ensuite, dès que vous voulez faire un nouveau projet Laravel, vous tapez Laravel new suivi du nom de votre projet. Donc moi je vais choisir cette deuxième solution car j'ai déjà installé en global l'installateur de Laravel. Et dernière petite précision ici, pour lancer le serveur de développement, on fait simplement un petit coup de PHP artisan serve au niveau de notre projet. Puis une dernière chose, si vous avez Node.js d'installer sur le système, c'est parfait parce qu'on va l'utiliser pour installer Bootstrap et initialiser vite. Mais si vous ne l'avez pas, de préférence installez-le, comme ça vous aurez accès à la commande npm, mais c'est facultatif. Donc ceci étant dit, je vais me rendre au niveau de mon terminal, donc je me trouve sur un dossier particulier et je vais faire un petit coup de Laravel. New, je vais l'appeler blog. Donc l'installation démarre, je vous retrouve juste après la fin de l'installation. One eternity later. Donc l'installation s'est bien passée et pour l'éditeur de code, je vais utiliser PHP Storm. Si vous n'avez pas PHP Storm et que vous voulez utiliser VS Code, vous pouvez tout à fait le faire. Vous pouvez juste rajouter au niveau des extensions cette partie-là. Donc là, vous tapez Laravel et vous avez Laravel Extension Pack. Donc, je reviens au niveau de mon terminal, je vais faire un petit coup de CD blog et je vais l'ouvrir avec PHP Storm. Voilà, donc on se retrouve au niveau de l'éditeur de code et on a ici la structure de notre projet Laravel. On en reparlera des dossiers au fur et à mesure qu'on en aura besoin. Mais pour l'instant, pour lancer le serveur, on va ouvrir un terminal et je vais simplement mettre la commande PHP artisan serve, tourner sur le port 8000. Donc je vais cliquer dessus et on a ici la page d'accueil. Donc d'où vient cette page d'accueil? Si on regarde un tout petit peu le dossier route, on aura plusieurs fichiers, notamment le fichier API pour si on veut faire des API, le fichier channel si on veut faire de la communication en temps réel, console si on veut rajouter des lignes de commande au niveau de la CLI de Laravel, qui s'appelle Artisan, et on a aussi le dossier web.php, on peut définir les routes pour une application standard Laravel qui fait du rendu côté serveur. Et on a ici simplement une classe route qui est une façade et qui fait appel à la méthode statique get, donc le verbe HTTP get, et pour l'URL racine, Laravel va automatiquement exécuter cette fonction, et cette fonction nous retourne une vue. Cette vue, c'est une fonction globale qui existe au niveau de Laravel, et qui a pour rôle, en fait, de nous retourner une vue Blade, qui s'appelle Welcome. Où trouver ces vues-là? C'est dans le dossier Resources, et on a ici un sous-dossier Views, et on a la vue welcome.blade.php. Donc cette fonction-là, quand on fait appel à view, elle va directement chercher au niveau du dossier views et elle va récupérer la vue welcome. Et on n'a pas besoin de préciser .blade.php lorsqu'on fait appel à view. Si on regarde ce qu'il y a ici, c'est uniquement de l'HTML typique avec la syntaxe Blade pour mettre des conditions et de la logique. Donc je vais tout supprimer. Je vais mettre juste un H1 pour dire que ça marche. Donc je vais mettre mon bloc. Donc je reviens au niveau de mon navigateur et je réactualise et on voit que ça fonctionne. Donc au niveau de cette partie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer la page d'accueil qui aura une navigation et on va mettre en place le système d'authentification. Donc on aura au niveau de la barre de navigation un lien pour se connecter, pour s'inscrire et aussi pour se déconnecter. Donc première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de morceler notre code
et on va se créer ce qu'on appelle un layout. Comme ça, on n'aura pas à répéter la structure HTML pour chaque fichier qu'on va créer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais renommer ce fichier-là welcome en faisant un refactor rename et je vais l'appeler layout.blade.php. Donc ici, je vais mettre une structure HTML de base et ensuite, le titre, on va dire qu'il sera dynamique. Donc là, je vais utiliser cette directive yield qui veut dire simplement qu'on attend une valeur ici, qu'on devra lui passer lorsqu'on utilisera notre layout. Et là, je vais l'appeler title. Et ici, au niveau du body, je peux aussi avoir une autre directive, yield, et je vais l'appeler, par exemple, le body, au content, au contenu, vous l'appelez comme vous voulez. Et ensuite, notre layout est prêt à être utilisé. Donc au niveau de notre blog, on va essayer de bien morceler le code, et au niveau de views ici, je vais créer un nouveau sous-dossier que je vais appeler blog, et en fait, ce dossier-là va contenir toutes les vues qui concernent en fait mon blog, notamment la page d'accueil, la page pour ajouter une publication, etc., etc. Donc là, je vais l'appeler simplement index.blade.php. Voilà. Et pour utiliser mon layout, j'ai cette directive-là extend. Donc je vais étendre de mon layout. Et ensuite, pour injecter le contenu au niveau de la partie title, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une autre directive qui s'appelle section. Donc section peut s'écrire de deux manières. Donc on a la syntaxe courte si on veut juste mettre une seule valeur. Donc en premier argument, je lui donne le nom de ma section telle qu'elle a été définie ici. Et ensuite, je lui donne une valeur. Donc par exemple, mon blog. Et ensuite pour la partie contenu, je vais mettre section. Je crois que je l'ai appelé body, si je ne dis pas de bêtises. On va faire ça. Et là, typiquement, on a besoin de faire une structure HTML. Donc on peut utiliser la syntaxe longue en fermant la section. Et à l'intérieur, donc, par exemple, je vais dire accueil. Voilà. Maintenant, pour rendre cette vue, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une route. Et on peut directement lui dire ici, je fais par exemple, tu vas dans le dossier blog, ce dossier blog qui se trouve dans un views, et on va faire index, simplement. Et si je réactualise, normalement, on aura la page d'accueil. Et si on regarde un peu le code source qui a été généré, on voit qu'il a bien inclus le layout, il a bien renseigné, c'est le titre, et ici, il a renseigné le contenu que j'ai mentionné. Donc, on pourrait suivre cette technique et écrire toute la logique ici, mais on peut mieux morceler notre application en utilisant des contrôleurs. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais ouvrir un nouveau terminal. Et pour créer un contrôleur avec Laravel, vous faites simplement PHP artisan make contrôleur et vous donnez un nom à votre contrôleur. Donc, moi, je me dis, je vais le mettre, par exemple, dans le namespace blog. Et je vais l'appeler, par exemple, blog contrôleur. De cette manière. Et ça va me créer un blog contrôleur qui va se trouver dans le dossier app, http, contrôleur et blog. OK? Donc, si on regarde un tout petit peu, on va dans app, on a http, et on a controllers, on a notre namespace blog, et on a ici notre blog contrôleur qui étend du contrôleur de base de Laravel. Et on voit qu'ici, il utilise bien notre namespace. Et à ce niveau-là, on va définir une méthode, simplement, public function index. Et cette fonction-là va simplement nous retourner une vue telle qu'on l'avait fait au niveau du fichier web. Et la vue se trouve dans le dossier blog et qui s'appelle index, tout simplement. Maintenant, dernière des choses, il faut relier en fait cette action-là à une route en particulier. Et ça va se passer au niveau de ce fichier. Donc, au lieu d'appeler directement ici une closure, une fonction anonyme, je vais appeler mon contrôleur en utilisant cette syntaxe des crochets. Donc, mon contrôleur s'appelle blog contrôleur. Donc, je vais l'importer, tac. Et ensuite, je vais utiliser la méthode index qui se trouve dessus. Donc, je ne vais pas l'invoquer comme ça, mais je vais juste faire une référence. Et c'est Laravel qui va s'en occuper automatiquement de l'exécuter lorsque il y aura une requête qui tapera cette URL-là avec la méthode get. Donc, si je réactualise, on va trouver exactement la même chose. Pour le côté style, on va pas trop faire de CSS, mais on va utiliser Bootstrap. Donc, si vous voulez utiliser Bootstrap et que vous avez Node.js d'installer, on va l'installer directement via npm. Mais si vous ne l'avez pas, prenez simplement un CDN. Donc ça, je pense que vous savez le faire. Et vous le mettez ici au niveau du layout, par exemple, vous le collez à ce niveau-là. Mais vu que moi j'ai déjà npm d'installer et Node.js d'installer sur le système, donc je vais faire un petit coup de npm install pour installer les dépendances de vide, car par défaut un projet Laravel vient avec une configuration vide pour gérer, on va dire, la partie front-end du framework. Et donc ensuite, je vais faire un petit coup de npm install de Bootstrap. Et pour l'utiliser, je vais aller dans le dossier resources,
CSS et j'ai ici un app.css qui est vide et je vais juste importer un Bootstrap. Donc je vais faire bootstrap slash dist slash css slash bootstrap.min.css et ensuite pour utiliser la configuration vite au niveau de notre Laravel, et il suffit simplement d'aller au niveau du fichier vite.config et on va prendre en fait cette liste là qui ressource en fait les inputs, donc les fichiers qui sont à la racine de notre configuration vite. Donc on a un fichier CSS et on a un fichier JavaScript. Donc on va copier cette liste et on va aller au niveau de notre layout qu'on a créé et ici on a une directive qui s'appelle @vite. Tac. Et je lui passe en fait cette liste là tout simplement. Maintenant si je réactualise, je vais tomber sur une petite erreur qui va me demander en fait de lancer le serveur de développement de Vite pour qu'il puisse en fait compiler les assets et pouvoir nous rendre du CSS de manière classique. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va au niveau d'un terminal faire un npm run dev et on va le laisser tourner comme ça en tâche de fond. Et donc si je réactualise maintenant, hop, voilà, je vois que ça fonctionne et on voit que la typo a changé, donc Bootstrap est bien chargé. Donc juste pour un meilleur confort de développement, moi j'aime bien utiliser le dark mode, hein, c'est juste une préférence personnelle. Donc on va chercher dark mode ici au niveau de Bootstrap, hop, et on va prendre en fait c'est un attribut qui s'appelle data-bs-ter. Et la valeur c'est dark. Je vais le copier, et je vais aller au niveau de mon layout dans la partie body et je vais le coller. Et comme ça, j'aurai le thème dark par défaut. Voilà, parfait. Je me dis qu'aussi on aura besoin d'une barre de navigation avec un bouton par exemple de connexion et d'inscription. Donc ce qu'on va faire, toujours Bootstrap, on va chercher dans la partie composant ici et on va choper la navbar. Donc on va prendre la plus simple, hein. Donc on va prendre celle-ci directement, tac, et je vais la coller au niveau de mon layout, juste avant la partie body. Je vais la coller ici. Donc là par exemple je vais mettre accueil, hein. Et ensuite, je m'imaginerais avoir, par exemple, une div qui contiendrait deux liens. Donc, je vais faire un a.btn et .btn-info. Donc, ça, c'est Bootstrap. Et là, je vais mettre inscription. Je vais copier ça, tac, je le colle et je vais mettre connexion. Parfait. Donc, si je réactualise, regarde ce que ça donne, pack, et on voit nos boutons qui sont bien affichés. Donc là, l'idée maintenant, c'est d'avoir en fait la page d'inscription et la page de connexion. Donc comment on va faire? C'est exactement la même chose. On va aller au niveau des views et pour mieux s'organiser encore, on va se créer un sous-dossier à l'intérieur de views et on va l'appeler auth. Et donc à l'intérieur de auth, j'aurai deux fichiers. Hein, techniquement, j'aurai, on va dire, un fichier qui s'appelle register.blade.php. Ça, c'est pour la partie inscription. Et on aura un deuxième fichier qui s'appelle login.blade.php, ça c'est pour la partie connexion. Donc de la même manière, on va grosso modo étendre du layout. Donc je vais commencer par register, je vais faire un @extends donc de layout. Je vais mettre en place la partie section title. Je vais dire là c'est inscription. Et ensuite, je mettrai en place pour la partie body que je vais fermer en mettant un end section, un point container. Voilà, donc ça c'est Bootstrap. Et on mettra un H1 inscription. Et on va essayer de l'aligner au centre, donc là en mettant classe text-center. Je vais faire exactement la même chose pour la partie login. Et je vais mettre ici connexion. Et ici connexion. Voilà, donc on a deux fichiers qui sont prêts à être utilisés. Et donc on a besoin de deux routes techniquement et de deux actions. Donc on va commencer par créer le contrôleur. Pour la partie authentification. Donc, on fera un petit coup de PHP artisan make .controller. On va le mettre dans le namespace auth et on va l'appeler simplement auth controller. Voilà. Donc, ça va se trouver à ce niveau-là. Donc, on voit qu'on a un auth et on a un auth controller. Donc, ici, j'aurai besoin de deux fonctions, deux méthodes, pardon. Donc, public function, on va dire show register, qui fera quelque chose, donc qui va simplement nous retourner une vue HTML. Donc on fera ça. Et donc ça va se trouver dans le sous-dossier auth, et on va accéder au fichier register.blade.php. Et je ferai la même chose pour
la partie logi, donc show logi. Voilà, et là, je vais retourner host.logi. Parfait. On va relier ces deux actions-là au niveau de notre fichier web.php. Donc, on va créer deux routes. Je vais faire un petit commentaire ici pour dire que ça, c'est pour la partie authentification. Donc, je vais faire route, la méthode get. Et par exemple, sur slash inscription, je vais appeler mon host controller. Voilà, c'est celui-là. Classe. Autant pour moi, ici, c'est décroché au lieu de l'accolade. Et ensuite, je vais appeler la méthode show register. Parfait. Donc ici, je vais requalifier ça. Et je vais faire aussi la même chose à ce niveau-là. Je vais mettre un show logi. Voilà. Parfait. Et là, on va mettre slash connexion. Et normalement, si on a bien fait les choses, hein, si on ne s'est pas trompé, donc je vais cliquer ici sur slash inscription pour voir ce qui en retourne. Et voilà, j'ai la page d'inscription. Si je mets connexion, il me dit que la méthode showLogin n'existe pas. Donc, je vais regarder au niveau de mon contrôleur. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop, j'ai oublié un R ici. Donc, voilà. Je vais réactualiser. Et on voit que ça fonctionne. Maintenant, c'est pas tip top de taper à chaque fois l'URL ici. On veut vraiment les mettre au niveau de ces deux boutons-là. Donc, comment le faire? On pourrait le faire de manière classique en faisant ici slash inscription et slash connexion. Mais il y a une manière beaucoup plus propre de le faire, et c'est ce que nous offre Laravel, ici, en mettant un nom à nos routes. Donc, on va les nommer comme ça, et on donne un nom qui a du sens. Hein. Par exemple, ici, pour l'inscription, je vais dire simplement c'est host.register. Voilà. Et pareil ici, je vais l'appeler host.logi. Et ensuite, pour utiliser ces noms-là, donc je vais aller au niveau de ma navigation qui se trouve dans le layout, et ici, je peux utiliser cette syntaxe des doubles accolades en fait pour afficher le contenu d'une variable, et j'ai accès à la fonction route. Et là, route s'attend à un nom, et donc je lui donne host.register. Et ce que va faire cette fonction-là, c'est qu'elle va substituer en fait cette valeur-là par la valeur qu'on a mis à ce niveau-là. Et donc demain, si on décide de changer cette URL à ce niveau-là, ça va être automatiquement changé par la fonction route. Et on fera exactement la même chose pour host.login. Hein. Donc je reviens ici, hop, tac, tac, route, host.login. Parfait, donc on réactualise et on va voir ce qu'il en retourne. Donc je clique ici inscription, et si je clique ici, c'est connexion. Donc typiquement sur ces deux fichiers, on aura besoin d'un formulaire, hein, un formulaire d'inscription et un formulaire de connexion. Et comme vous le savez, dans un formulaire, on va avoir des champs, donc une répétition de label, input, etc., etc. Donc pour pas s'embêter à chaque fois à répéter cette structure HTML qui ressemble, hein, c'est exactement par exemple un input de type, un input pour un nom et un input pour un email, c'est exactement la même chose, mis à part peut-être qu'il faut juste changer le type de l'input. Donc pour pas avoir à se répéter, on peut créer des composants, et Laravel nous offre cette possibilité de créer des composants personnalisés qu'on pourrait utiliser ensuite au niveau de notre code. Donc pour le faire, c'est assez simple. Donc on va aller au niveau de notre terminal, on va faire un petit coup de PHP artisan, make, component. Donc moi j'ai envie de faire des inputs, hein, donc je vais l'appeler input. Tout simplement. Et ça va me créer deux fichiers. En fait, un fichier qui va se trouver dans app. On aura donc un dossier views qui va être créé au niveau de app et un sous-dossier component. Et on a ici un fichier input.php. Donc, c'est une classe qui étend de composants. Et l'objectif de cette classe-là, c'est qu'on pourra lui passer en fait des valeurs via des variables. Et ensuite, ces variables-là vont être injectées dans la partie vue. Donc, pour un input, typiquement, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de plusieurs choses. Hein. Donc, on va mettre ici, au niveau du constructeur, par exemple, public string. Et on va mettre donc le name. Donc, ça, c'est très important pour l'attribut name, donc la valeur de l'attribut name. On aura la valeur pour le label, hein, donc public string $label. Donc, ici, hop, j'ai oublié de mettre une petite virgule. On aura besoin du type, donc public string type, $type, et par défaut pour le type, je peux lui donner une valeur. Je lui dis si je te passe pas une valeur, bah, ce sera un type texte par défaut. Et on aura aussi peut-être besoin de la partie value.
Et aussi pour value, je vais mettre une valeur par défaut comme ça, et une chaîne de caractères vide. Donc une fois que j'ai défini ça, je peux ensuite aller au niveau de mes vues, donc dans ressources, views, et on aura aussi un dossier, un sous-dossier component qui a été créé, et on a ici une vue blade qui a été créée, donc input.blade.php. Et donc là, typiquement pour un input, on va faire une div qui aura la classe form group, ça c'est une classe bootstrap, et on aura un label ensuite. Donc pour la partie, je crois que c'est for, donc on va mettre la valeur du name, $name, donc la variable qu'on avait définie au niveau du constructeur. Pour la valeur du label, donc on va mettre $label. Ensuite pour la partie input, donc on va lui donner une classe par défaut qui est form-control. Et ensuite pour la partie name, donc ce qui nous permettra de récupérer la valeur côté PHP, donc on va mettre $name. Pour la partie value, on va mettre la variable $value, donc si on ne lui passe pas, ce sera une chaîne de caractères vide. Et ensuite, pour la partie type, donc ça sera la variable type. Donc si on ne lui passe rien, ce sera un type texte par défaut, comme on l'avait défini au niveau du constructeur. Notre composant est prêt à être utilisé, et on va l'utiliser donc au niveau de, par exemple, du fichier register. Donc rapidement ici, je vais créer un formulaire. Donc ça c'est classique avec la méthode post. Et donc ici, vu que j'ai des composants personnalisés, je peux les appeler comme ça, x-input. Voilà. Je peux même utiliser la syntaxe raccourci ici pour fermer. Et ensuite, j'aurai qu'à passer les valeurs pour les variables que j'avais définies. Par exemple, pour la partie name, on mettra first name. Pour la partie label, on va mettre prénom. Voilà. On regarde un petit peu ce qu'il en retourne, juste avec ces deux valeurs-là. Donc, si je vais dans inscription, et j'ai mon petit formulaire, qui est mon petit champ qui vient d'apparaître. Et on voit que là, ici, il prend la valeur first name, la value, donc par défaut, on lui a mis une chaîne de caractères vide, donc c'est une chaîne de caractères vide, et le type par défaut qu'il a pris, c'est le type texte. Parfait. Donc, je me dis aussi que pour l'inscription, on aura besoin d'un nom. Donc, on va mettre ici last name. Donc ici, non. Je me dis aussi, on aura besoin d'un email. Donc là, je vais mettre email. Là, c'est email pour la partie label. Et dans le cas d'un email, j'ai envie de changer le type et je vais mettre type, c'est email. Et aussi, j'aurai besoin d'un mot de passe. Donc là, je vais mettre password. Pour le label, je vais mettre mot de passe. Et puis pour le type, je vais mettre un type password. Et on finit simplement avec un bouton. On lui donnera la classe btn et .btn-info pour la coloration. Et on va l'appeler inscription. Donc on regarde ce qu'il en retourne au niveau de notre vue. Voilà. Et on a nos champs qui sont créés. Et ça, on va faire exactement la même chose pour la partie et connexion. Donc là, juste peut-être un petit détail. Je trouve que le formulaire est assez grand. Donc je vais mettre un W-75 et un MX-auto pour le centrer de manière horizontale. Et je vais faire un MY de 5 pour un petit peu le faire baisser. Voilà, donc je pense que c'est pas mal comme ça. Et je vais prendre grosso modo ce formulaire-là que je viens de créer. Je vais le mettre aussi au niveau de la partie login, vu que c'est exactement la même chose. Peut-être juste au niveau de login, on aura besoin uniquement de l'email ainsi que du mot de passe. Et cette valeur-là, je vais la modifier en connexion. Donc voyons ce qui en retourne. OK, inscription et connexion. Vous voyez qu'avec ce système de composants, c'est très très facile et vous n'avez pas à vous répéter. Donc maintenant, on va essayer de gérer la partie logique, hein, donc lorsqu'on soumet le formulaire. Donc pour cela, on aura besoin aussi de deux méthodes pour gérer l'envoi de formulaire lors de l'inscription et lors de la connexion. Donc on va commencer par la partie inscription et on va aller au niveau du fichier web.php. Donc je vais copier celle-ci, cette route-là. Je vais la mettre là. Et dans le cadre d'une soumission d'un formulaire, généralement, on va utiliser la méthode post. Et vu que l'action aussi qu'on a spécifiée ici, donc la méthode à utiliser, pardon, c'est la méthode post, donc ça va être envoyé en post. Donc je vais dire sur slash inscription, je vais laisser la même chose. Et là, je vais avoir une action qui s'appelle register, comme ça au singulier. Et j'aurai pas besoin de lui donner un nom ici. Hein. Voilà, pour l'instant. Et grosso modo, c'est ce que je vais faire aussi pour la partie
connexion. Donc, je vais la copier, je vais la mettre ici. Donc là, c'est slash connexion avec la méthode post et je vais l'appeler la méthode login qui n'existe pas encore. Et je ne vais pas lui donner de nom. Donc, on va aller définir ces deux méthodes-là, register ainsi que login, au niveau de notre contrôleur. On va commencer par la méthode register. Donc, je vais copier celle-ci et je vais la mettre là. Et je vais l'appeler simplement register au singulier. Voilà, je vais retirer cette ligne-là pour l'instant. Et en fait, quand on soumet un formulaire, on a la possibilité, et même lorsqu'on fait un get, hein, bien évidemment, mais même lorsqu'on fait un post, on a la possibilité de récupérer la requête et pour pouvoir l'exploiter. Et nous, le but ici, c'est vraiment d'extraire les données qui sont envoyées depuis le formulaire. Et donc, pour le faire, il suffit simplement de typer cette fonction-là avec request, et on va créer une variable qui s'appelle request. Et pour l'instant, on va retourner, en fait, $request, flèche, petite flèche, et on va mettre all. Et all, ça nous permet de récupérer, en fait, toutes les valeurs qui sont envoyées depuis le corps, depuis le body de la requête. Donc, je vais essayer de soumettre mon formulaire, comme ça, sans rien remplir. Et on voit qu'on tombe sur une erreur 419. Et dès que vous voyez une erreur 419, généralement, au niveau de la Laravel, c'est lié en fait au jeton CSRF. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est que la vulnérabilité CSRF, mais il faut savoir que c'est une vulnérabilité qui est très commune au niveau des applications web et il faut s'en prémunir en créant un jeton qui est unique. Dans le cas de Laravel, on n'a pas besoin de logique, on n'a pas besoin de réfléchir à la manière d'implémenter ça, vu qu'il nous offre directement une petite directive qu'on pourrait mettre au niveau de nos formulaires. Donc là, au niveau de register, ce que je vais faire, c'est je vais simplement dire @csrf. Et c'est tout. Et je vais faire ça aussi au niveau de login pour ne pas me répéter. Et typiquement, on le fera à chaque fois qu'on aura un formulaire. Et donc maintenant, si j'essaye de resoumettre, hop, je vais refaire en get comme ça, et je vois que je récupère les données sous format JSON. Donc on a un token, ça c'est le token qui a été généré par la directive CSRF, et on a ici nos valeurs, donc first name, last name, email, et vu qu'on n'a rien renseigné, donc on a nul. Donc avant de stocker tout ça au niveau de la base de données, il faut mettre en place une validation. Donc pour mettre la validation côté PHP, c'est très simple. On va toujours utiliser la ligne de commande et on va créer ce qu'on appelle une request personnalisée. Donc pour cela, on va faire un PHP artisan make .request et on va l'appeler register request. Ok? Donc ça va nous créer un fichier qui va se trouver dans app http request et qui s'appelle register request. Donc on va le trouver à ce niveau-là. Request. Parfait. Et donc ici, on a deux méthodes. On a la méthode authorize pour déterminer si l'utilisateur a le droit d'émettre cette requête-là. Dans notre cas, il veut simplement s'inscrire, donc on va répondre true. Et on a une deuxième méthode rules qui va nous permettre de définir les règles de validation. Donc moi, typiquement, j'ai un first name, un last name et un email et un mot de passe. Donc je vais essayer de mettre des règles de validation à ce niveau-là. Et ça s'écrit de cette manière. Par exemple, je vais required. Je peux dire que c'est une chaîne de caractères. Je peux dire qu'au minimum 3 caractères, etc., etc. Et je pourrais le faire aussi pour la partie last name, comme ça. Last name. Pour la partie email. Donc là, pour la partie email, je vais dire simplement, donc là, j'ai fait une petite erreur. Require, c'est sans le T. On va dire c'est un email. Et j'ai pas besoin d'un minimum. Voilà. Et pour la partie mot de passe, donc c'est password, je vais dire que c'est required. Et on va dire qu'au minimum, on aura besoin de 8 caractères. Une fois que je suis satisfait de mes règles de validation, je peux venir utiliser cette request personnalisée que j'ai créée. Donc là, au lieu de faire simplement request, je vais mettre register request, celle que j'ai créée. Donc on va essayer de soumettre le formulaire avec les mêmes données, sans forcément remplir quoi que ce soit, et on voit que, hop, apparemment on est redirigé. Mais la validation est activée, par contre on n'a pas un rendu visuel, donc l'utilisateur n'a pas à savoir s'il a bien renseigné les choses ou pas. Donc pour faire cela, on pourrait mettre un système de gestion d'erreurs, et comme ça on va afficher s'il y a des erreurs. Donc pour le faire, on va aller au niveau de nos inputs,
donc sur la partie blade.php, et je me dis ici, on peut mettre en place la directive @error. Donc là, je vais la mettre au niveau d'une classe, et l'idée, c'est vraiment d'ajouter une classe si on a une erreur au niveau d'un champ en particulier. Donc je vais mettre ici end error, et je me dis que si j'ai une erreur, je vais rajouter la classe isInvalid, donc c'est une classe bootstrap, hein. Et juste en faisant ça, si je réactualise, je reclique et vous voyez que là, j'ai un feedback visuel qui me dit qu'il y a une erreur. Et si on veut afficher le contenu, donc le message de l'erreur, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut mettre la directive aussi @error, lui dire si j'ai une erreur au niveau du name, de cette manière, je vais utiliser cette syntaxe longue, je vais créer par exemple une div qui aura la classe alerte, ainsi qu'alerte par exemple -info. Et à ce niveau-là, j'ai accès à une variable, le message. Donc c'est une variable qui est automatiquement générée par Laravel lorsqu'il y a des erreurs de validation. Et c'est tout ce que j'ai à faire. Donc ça agit comme condition, hein. S'il y a une erreur, on affiche ça. S'il n'y a pas d'erreur, on n'affiche pas, bien évidemment. Donc là, je réactualise, tac, et on voit qu'on a des erreurs de validation à ce niveau-là. Donc parfait, donc c'est en anglais par défaut, mais en tout cas, ça fonctionne. Maintenant, disons que je vais remplir des informations comme ça, mais sans satisfaire les prérequis ici, hein. Notamment par exemple pour le prénom, je dois mettre en place au minimum 3 caractères. Donc je vais cliquer et on voit que dans ce cas de figure-là, il me dit bien il faut afficher au minimum 3 caractères. Par contre, si vous l'avez remarqué, là on a perdu les informations que l'utilisateur a déjà renseignées. Donc c'est un petit peu perturbant s'il doit à chaque fois les réécrire. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est de les renvoyer lorsqu'on a aussi une erreur. Et donc c'est pour cela que, si vous vous rappelez, on avait utilisé la partie value. Et donc on pourra l'exploiter au niveau de nos champs. Donc je reviens ici au niveau de register et je vais mettre ici value. Je passe une valeur. Et donc ici on a une fonction aussi de Laravel qui s'appelle hold, et je peux lui passer en fait l'ancienne valeur qu'il a fournie. Donc ici je lui passe simplement la valeur du name, hein, first name, et je vais faire exactement la même chose pour les autres champs. Voilà. Donc, on réessaye. Donc, je vais rentrer A, voilà, et je clique, et on voit que là, il me renvoie les données que j'avais soumises. Et donc maintenant, si on rentre des informations qui sont valides, par exemple John, Do, là je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dans ce cas de figure-là, la validation passe et je récupère mes informations. Voilà. Donc, on continue le process d'inscription. Et donc, après avoir récupéré les données, maintenant, l'idée, c'est de les stocker au niveau de la base de données. Donc là, très rapidement, avant de mettre en place la base de données, on va récupérer la partie validated. Donc, ce qui veut dire qu'on va récupérer uniquement les champs qui sont validés au niveau de notre request. Donc, si vous l'avez remarqué ici, lorsqu'on fait un all, on récupère même le token CSRF, on n'en a pas vraiment besoin, on ne veut pas le stocker au niveau de la base de données. Donc là, si je réactualise avec validated, j'aurai uniquement les propriétés qui sont validées au niveau de mon request personnalisé. Donc on va mettre en place la base de données, on va créer la table utilisateur. Donc si lorsqu'on a créé un projet Laravel, par défaut, Laravel nous a généré ce qu'on appelle une migration pour la partie utilisateur. Donc si vous rendez au niveau de database migration, vous avez cette partie-là, create user. Et on voit que la migration, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est un système de versionning pour la base de données. Ça va nous permettre de créer des tables, de créer des colonnes, de faire des modifications, de revenir en arrière si besoin, etc., etc. Et là, ce qu'il nous fait, c'est qu'on a la fonction up qui permet de mettre à jour, on va dire, la table, la base de données. Et ce qu'elle fait ici, c'est qu'elle va nous faire un schema.create user. Donc ça va nous créer la table user. Et ensuite ici, on va lister les colonnes dont on a besoin. Donc là, on a un identifiant qui par défaut une clé primaire et qui sera en auto-increment. Donc là, on a une colonne qui s'appelle name. Donc moi, j'ai pas forcément de name, donc je vais la renommer en first name. Et je vais
créer une deuxième qui s'appelle last name. On a la partie email qui est en unique, donc ce qui permet à l'utilisateur de s'inscrire qu'une seule fois avec un email. On a la partie email verified, ça ne nous intéresse pas pour aujourd'hui. La partie mot de passe, la partie remember token et la partie timestamp. Okay. Donc je suis assez satisfait de ça. Donc on va pouvoir lancer la migration. Mais pour la lancer, il faut avoir une base de données, bien évidemment. Et donc tout ça va se passer au niveau du fichier .m. Donc par défaut, c'est configuré pour utiliser MySQL. Donc si vous voulez utiliser MySQL, vous pouvez le faire en renseignant ici votre localhost, le port par défaut, le nom de votre base de données, le nom de l'utilisateur de votre base de données, ainsi qu'un mot de passe. Mais pour ma part, je vais simplement utiliser SQLite car je n'ai pas sous le coude une base de données MySQL. Voilà. Et dans le cas de SQLite, on n'a pas besoin de renseigner toutes ces informations-là, vu que c'est simplement un fichier qui va être créé. Donc pour cela, je fais un petit coup de PHP artisan, migrate, pour lancer des migrations. Et par défaut, il va me demander est-ce que je veux créer la base de données database.sqlite. Je vais répondre oui. Ça va lancer toutes ces migrations-là, y compris la migration create user table. Donc si on regarde un tout petit peu, dans le cas de SQLite, le fichier va se trouver au niveau de database, il s'appelle database.sqlite. Donc avec PHP Storm, je peux directement consulter la base de données. Si vous êtes avec VS Code, il y a des extensions pour cela aussi. Donc je vais cliquer sur appliquer, OK. J'ai ma petite base de données ici. Je vais mettre all schemas et j'ai la partie user. Ici, on regarde un peu la structure. Donc on a first name, last name, email, password, ainsi que la partie created at et updated at. Donc ça, c'est parfait. Donc dernière des choses, on peut directement maintenant inscrire notre utilisateur. Vu que il a bien renseigné, on a validé les informations, donc tout est bon. Donc, je vais revenir au niveau de mon host controller. Et pour le faire, on va utiliser ce qu'on appelle un modèle pour interagir avec notre base de données. Donc les modèles vont se trouver au niveau de la partie app. Vous avez ici modèle. Et par défaut, Laravel nous a généré un modèle qui s'appelle user et qui représente en fait et qui est lié à notre table users, donc à notre migration users. Donc on va l'utiliser. Donc on en reparlera de cette partie-là après. Cette partie-là, hidden, ça permet simplement de cacher le mot de passe ainsi que la partie remember token lorsqu'on va récupérer les informations. Et donc pour cela, on va essayer d'enregistrer un utilisateur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire simplement, j'appelle mon modèle user, je vais mettre query et ensuite je vais faire create. Voilà. Et je vais créer un utilisateur en lui passant une liste de données. Et ça tombe bien, request.validated, c'est une liste de données. Donc là, je vais simplement faire ça. Je vais prendre ça, je vais le coller ici. Hop. Ça, je vais l'enlever. J'en ai pas besoin. Et on va voir ce qu'il en retourne maintenant si on essaye de soumettre ces données-là. Je réactualise. Paf, j'envoie. Et on voit que j'ai une erreur de type SQL. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit simplement constraint violation. La partie first name ne peut pas être nulle. Et pourtant, on a bien donné une valeur first name lorsqu'on a soumis le formulaire. En fait, cette erreur-là est liée, grosso modo, au niveau du modèle, au niveau de cette partie-là, fillable. Donc notre modèle, ce qui va nous autoriser, il va nous dire, je peux je peux enregistrer uniquement ces propriétés-là, name, email ainsi que mot de passe. Moi, typiquement, j'ai pas besoin d'un name, j'aurais peut-être besoin d'un first name. Donc, je dois le mentionner explicitement ici. J'aurai aussi besoin d'un last name. Je vais le faire ici. Je rajoute une petite virgule. Et là, normalement, on est content. Donc, si je réactualise, voilà, tac, qu'est-ce qui se passe? On voit que j'ai une page vide, parce que j'ai rien retourné. Mais côté base de données, est-ce qu'on a eu une insertion de données? Parfait. Donc, on a John Doe. On voit que on a le mot de passe qui a automatiquement été haché. Donc, j'ai même pas eu à la hacher. Laravel s'occupe de ça, donc c'est cool. Et c'est parfait. Nickel.
Donc là, dans ce cas de figure-là, une fois qu'on s'est inscrit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rediriger vers la page d'accueil, la page de connexion, pardon, avec un petit message de succès pour lui dire, OK, bah, c'est bon, tu t'es inscrit, ça fonctionne. Donc dans ce cas de figure-là, je vais faire un return, je vais rediriger vers la route qui s'appelle, si vous vous rappelez bien, c'était host.login, comme on l'avait spécifié au niveau du fichier web.php. Donc c'était ça, host.login. Et dans ce cas de figure-là, je peux même envoyer un petit message de succès que je pourrais récupérer à travers la session. Donc là, par exemple, je vais l'appeler OK pour dire que tout s'est bien passé. Et je vais dire inscription validée. Voilà. Après, vous pouvez personnaliser les messages hein, à ce niveau-là. Maintenant, l'idée, c'est de récupérer ce message-là, une fois qu'un utilisateur s'est inscrit, et de l'afficher. Et donc, pour cela, on pourrait aussi se créer un composant qui fera office d'un composant de Flash, donc une sorte d'alerte, donc des sessions Flash, comme on appelle ça. Donc, je vais faire un petit coup de PHP artisan, make, .component, et je vais l'appeler Flash. Au niveau des données que j'ai besoin de lui passer, donc on va aller sur la partie views ici, on a notre Flash. Alors, j'aurais peut-être juste besoin de lui passer, je sais pas moi, allez, disons une classe CSS, hein, donc public string $class. Je vais mettre par défaut alerte et alerte-info pour pas m'embêter. Et je pense que c'est tout ce qu'on a besoin. Et ensuite, le composant blade se trouve dans le fichier component.flash, donc on va le récupérer dans ressources, views, component et flash.blade. Donc là, ce que je vais faire, c'est, je vais garder la div, je vais faire une classe, et donc ça va récupérer le nom de la classe. Et ensuite, pour le contenu, donc là, j'ai une variable aussi spéciale que je peux passer qui s'appelle slot. Et donc, si vous avez fait un peu de React, slot, c'est l'équivalent des children en React. Donc, quand on passe une valeur entre la balise ouvrante et la balise fermante de notre composant personnalisé. Et je pense qu'on est bon et on peut l'utiliser. Donc, on va l'utiliser directement au niveau du layout. Donc, on va chercher le layout, .blade.php. Je me dis peut-être qu'à ce niveau-là, ce serait intéressant de la mettre. Donc, je vais faire un arrobase if, donc là c'est pour mettre une condition. Donc je vais regarder au niveau de ma session. Si j'ai une clé qui s'appelle OK, donc celle que j'ai mentionnée lors du redirect, dans ce cas de figure là je vais faire un end if, je vais afficher mon composant qui s'appelle x-flash. Voilà. Et puis pour la valeur que je vais lui passer, c'est ce qui se trouve au niveau de la clé OK de la session. Okay. Voilà. Et peut-être si quelque chose se passe mal, on pourrait aussi en faire une deuxième. Si on est KO, comme ça, je vais afficher ce qu'il y a au niveau de KO. Mais là, c'est arbitraire, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez à ce niveau-là. Donc, on va voir ce qu'il en retourne. Maintenant, si on essaye de s'inscrire. Donc, je vais supprimer rapidement l'utilisateur que j'ai créé tout à l'heure. Comme ça, pour partir d'une base vide, je viens ici, je vais mettre John Doe, je vais mettre mon mot de passe, je clique et on regarde ce qui se passe. On a le flash qui s'affiche, donc inscription validée. Donc, dernier cas qu'on n'a pas encore testé, c'est lorsqu'on va s'inscrire, mais avec les mêmes informations. Grosso modo, avec le même adresse email. Donc là, techniquement, on va tomber sur une erreur. Et il va nous dire, donc là, typiquement, c'est une erreur SQL. Et il va nous dire, je ne peux pas enregistrer cet utilisateur-là car l'email est déjà enregistré au niveau de la base de données. Donc, pour éviter d'avoir cette erreur-là de type, je crois que c'est une erreur de type 500, c'est une erreur typique serveur, hein, ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau de nos règles de validation, donc si vous vous rappelez, c'était notre request, donc je vais la chercher comme ça, donc c'est register request. Au niveau de l'email, on peut ici dire que c'est unique. On doit lui dire c'est dans la partie user, c'est dans la table users que ça doit être vérifié. Donc maintenant, juste en rajoutant cette ligne de validation,
si je réessaye de soumettre les mêmes informations, il va me dire ici que l'email est déjà pris. Donc ça, c'est aussi très important de le mettre en place. Donc on a notre processus d'inscription qui est fait. On va s'atteler à mettre en place la partie connexion. Donc pour cela, on avait créé les routes, si je dis pas de bêtises. Je vérifie. Web.php. Hop, je vais fermer ça. Donc on a la partie login, connexion. Donc ça, c'est nickel. Et donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer une méthode qui s'appelle simplement login. Voilà, en L minuscule. Voilà. Donc ici, ça sera pareil. On va se créer une requête personnalisée pour valider les données. Donc PHP artisan make de point request. Ça s'appellera login request. Je vais mettre un L majuscule. Parfait. Donc je vais aller dessus. Donc login request. Je vais répondre true ici pour autoriser l'utilisateur à mettre en place cette règle-là. Et puis, pour se connecter, on a juste besoin de l'email ainsi que du mot de passe. Donc, je vais prendre ces deux règles de validation et je vais venir les coller au niveau de la login request. Voilà. Sauf qu'ici, je n'ai pas besoin de la partie unique parce que c'est juste une connexion et ce n'est pas une inscription. Côté logique, côté contrôleur, donc là, on va l'utiliser. Login request. On va l'appeler request. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la partie authentification de Laravel et on va utiliser la méthode attempt. On va lui dire, essaye de te connecter en utilisant les informations qu'il y a au niveau de la request. Donc, on va mettre request validated. Donc là, automatiquement, il va faire le gros du travail. Donc, il va voir si l'email existe. Ensuite, il va voir si le mot de passe correspond bien en faisant une comparaison entre le hash et le mot de passe qui est en clair. Donc, on n'a pas besoin d'écrire la logique à la main. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et ensuite, ça va nous répondre avec un booléen. Et moi, le booléen, j'aime bien l'appeler register. Si on a un utilisateur, vous pouvez l'appeler user si vous voulez, mais c'est un booléen. Voilà. Et ensuite, si on a un utilisateur, donc if register, dans ce cas-là, je vais simplement faire un $session, plutôt session, et on va régénérer la session. C'est tout ce qu'on a à faire. Et ensuite, on va, disons, rediriger vers la page d'accueil. En faisant route, et la route s'appelle de mémoire blog.index. Donc je vérifie rapidement au niveau du fichier web.php. Donc on l'avait même pas nommé en fait. Hein. Donc on va la nommer. On va dire name blog.index. Voilà. Et on va lui envoyer aussi un message de succès. Donc on va dire OK pour notre clé de succès. Et on va dire connexion. OK. Je ne suis pas inspiré, mais peu importe. Donc ce qu'on fait ici, c'est que on vérifie si on peut se connecter. Si on arrive à se connecter, on redirige directement vers la page d'accueil avec le message flash connexion. OK. Donc on va essayer de se connecter. Tac. Connexion. John Doe. Et le mot de passe, normalement, est bon. Et maintenant, je suis connecté parfaitement. Par contre, vous le remarquez, lorsqu'on est connecté, on n'a pas besoin de voir ces deux boutons-là, inscription et connexion. Donc, on va gérer ce cas de figure. Donc, ces boutons-là se trouvent au niveau de notre navigation qui se trouve au niveau du layout. Et ce qu'on peut faire, c'est mettre une petite condition. Et là, notre condition, on va dire simplement ces boutons-là doivent être visibles lorsqu'on n'est pas connecté. Et donc, on a la directive guest. Guest, ça veut dire invité. Donc, si on est en mode invité, on a besoin, on peut les voir. Par contre, dès qu'on est connecté, on n'a pas besoin de les voir. Donc là, je réactualise. Hop, parfait. Ils ont disparu. Par contre, aussi, si je fais ça, /inscription, je suis un petit peu malin, je vais tomber sur la page. Donc là aussi, il faut, grosso modo, protéger ces routes-là et les rendre accessibles uniquement lorsqu'on est invité. Donc ce qu'on va faire, c'est on va aller au niveau du fichier web.php et par défaut, Laravel nous offre un middleware qui s'appelle guest. Donc on va faire ici middleware et on va l'appeler guest.
Et dès qu'on met guest, comme ça, et ben, cette route-là sera accessible uniquement lorsqu'on est invité. Dès qu'on est connecté, elle sera plus accessible et on sera redirigé. Donc, je vais faire la même chose ici. Je vais faire la même chose ici au niveau de la connexion. Et normalement, maintenant, hop, si je réactualise, voilà, on voit que ça me redirige vers /home avec une erreur 404. Moi, /home, je ne l'ai pas implémenté, mais c'est, on va dire, une configuration par défaut qui existe au niveau du middleware guest. Donc, pour retrouver ce middleware et changer cette implémentation, on va aller dans la partie HTTP, si je ne dis pas de bêtises, dans middlewares, et on a le middleware qui s'appelle redirect if authenticated. Et guest, grosso modo, c'est un alias pour ce middleware-là, redirect if authenticated. Donc là, il y a une logique qui vérifie si est-ce qu'on est connecté grosso modo, et si on est connecté, ça va nous rediriger vers en fait cette propriété là home. Donc on va cliquer dessus pour y aller et on voit que par défaut ça pointe vers ça redirige vers /home. Donc moi ce que j'ai envie de faire c'est mettre simplement la racine comme ça tout court. Donc là je réactualise. Donc si j'essaye d'aller sur inscription maintenant, tac, je suis redirigé directement vers la page d'accueil. Donc c'est parfait. Donc dernière des choses, on va mettre en place la déconnexion. Donc lorsqu'on est connecté, on a besoin de voir un petit bouton ici pour pouvoir se déconnecter. Donc ce qu'on va faire, on va aller au niveau de notre navigation qui se trouve dans le layout. Et là, je peux faire j'ai aussi une autre directive qui est le contraire de guest qui s'appelle host. Donc simple, lorsque je suis authentifié, j'ai envie d'avoir, disons, un formulaire qui sera en méthode post. Donc là, je vais éviter de mettre un lien parce que c'est un peu sensible, on va dire. Et on va mettre en place un formulaire. Et donc ici, je vais mettre un formulaire. Donc c'est généralement ce qu'on fait lorsqu'on veut se déconnecter. Et on aura simplement un petit bouton. Je vais lui donner la classe btn, c'est que btn-info. Je veux dire déconnexion. Voilà. Et dans le cas des formulaires, n'oublie pas le jeton CSRF à ce niveau-là. Donc, je réactualise et j'ai bien mon petit bouton déconnexion. Donc, on va créer la route qui va avec. Hein. Donc, on va aller dans le fichier web.php. Et dans le cas des déconnexions, en tout cas, Laravel nous recommande d'utiliser la méthode delete. On aurait pu le faire avec post, hein, ça n'aurait pas posé de problème. Donc, je vais l'appeler déconnexion. Et là, j'appelle mon contrôleur autre contrôleur. Et je vais créer une méthode logout. Et puis, je vais lui donner un nom pour pouvoir l'utiliser au niveau de mon formulaire. Et par exemple, ici, c'est host.logout. Voilà. Donc là, on est en méthode delete. On pointe sur déconnexion et on a la méthode logout. Donc, on va prendre ce name-là. On va revenir au niveau de notre layout. À ce niveau-là, au niveau de l'action, donc dès que je clique ici, tu vas pointer vers la route qui s'appelle host.logout. Et comme vous le savez, normalement, côté HTML, on peut faire uniquement que du get ou du post. Mais vu que là, on utilise la méthode delete, Laravel nous offre aussi un petit helper pour un petit peu simuler cette requête HTTP avec la méthode delete en mettant simplement méthode suivie du verbe HTTP qu'on veut utiliser. Donc, notre cas, delete. Parfait, je pense que là, tout est bien connecté. Et on va aller au niveau du autre contrôleur pour créer la méthode logout. Public function logout. Et dans le cas de logout, c'est très très simple. On fait simplement un host, logout. Voilà. Et on va rediriger toujours vers la page d'accueil. Et on va lui dire si déconnexion OK. Voilà. Donc voyons ce qu'il en retourne maintenant. Lorsque j'essaye de me déconnecter, je clique dessus, parfait, il me dit déconnexion. Et dès que je suis déconnecté, on a les boutons qui reviennent. Hein. Pack. Je pourrais faire ça, ça fonctionne. Donc voilà pour cette première partie et je vous retrouve dans la seconde partie. On va mettre en place les publications.